Fidèle internaute de Dakaractu, bonjour. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui un ancien député, un ancien ministre, aujourd'hui président de parti, Mouvement Libéral Sekanam. Bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Dakaractu, bonjour aux lecteurs de Dakaractu et bonjour au Sénégal. On a assisté jeudi dernier au lancement du mouvement. Lors de ce lancement, je me répète, vous aviez indiqué que vos idéaux étaient de permettre à tous les Sénégalais de pouvoir participer au développement économique de ce pays. Dis-nous un peu plus. Oui, le mouvement libéral Sekanam LCK a été créé avec une nouvelle philosophie et une nouvelle démarche. Parce que jusqu'ici, les mouvements politiques avaient comme philosophie la participation aux élections, l'animation, la mobilisation des militants pour des rassemblements. Mais n'avaient pas d'impact sur leur vie quotidienne, sur leur vécu quotidien et sur leur formation ou leur avenir. Ce qui n'est pas forcément le rôle des partis politiques. Lorsque la Constitution du Sénégal dit que les partis politiques participent à l'expression du suffrage, ce n'est pas seulement le jour des élections, c'est toute la vie, parce que c'est comme ça que le suffrage doit être apprécié et finalement est vu le jour des élections. C'est ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait pendant toute l'année ou pendant toute la mandature. Alors c'est comme ça que nous concevons donc le rôle du parti politique, c'est-à-dire encadrer le citoyen, encadrer le militant, le former, l'aider non seulement à être un bon citoyen, à avoir un esprit civique, mais aussi l'aider dans son vécu quotidien. C'est-à-dire lui permettre d'avoir une bonne formation, de pouvoir s'épanouir dans son environnement. Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait changer de démarche. Non seulement ressusciter ce qu'on a appelé à l'époque les écoles de parti ou les écoles de formation, mais ensuite donner l'opportunité à chaque citoyen et à chaque Sénégalais de participer à la construction nationale. Et c'est ainsi qu'il pourra bénéficier des retombées de ce développement ou de cette émergence parce qu'il se sentira digne puisqu'il aura du travail, il aura une occupation, il aura une activité génératrice de revenus. Et c'est ça également qui peut accélérer le développement du Sénégal ou la marche vers cette émergence. C'est ce que nous appelons la démocratie économique. C'est-à-dire, tout le monde se sentira nécessairement impliqué dans la construction nationale et bénéficiera de la répartition équitable, de la répartition juste et équitable des fruits de la croissance, et donc se sentira un citoyen digne et fier. C'est ce concept de démocratie économique qui est innovateur et que nous avons donc introduit dans la scène politique au niveau de LCK Libéral Sekanam. Nous allons le décliner sous plusieurs formes. D'abord, par la formation, l'encadrement des militants, mais aussi par l'identification des besoins de la société. Pourquoi l'autre jour j'ai parlé d'inverser la pyramide de la formation-éducation. Il faut partir des besoins de la société. C'est-à-dire que le Sénégal que nous voulons bâtir, comment il doit être et comment il doit être bâti. Et à partir de ce moment-là, lorsque nous aurons, par une enquête minutieuse, qui se fera en parfaite relation avec l'État, ce sera un partenariat entre tous les acteurs de la société, le secteur privé national, les centres de formation, les écoles de formation professionnelle, mais aussi les acteurs politiques et sociaux, les syndicats, les partis politiques, les associations, ASC et tout ça. Lorsque donc nous aurons identifié de façon pointue et minutieuse tous les besoins de la société, maintenant la formation devra se faire
dans cette direction. Ce qui nous permettra d'avoir des citoyens qualifiés, des citoyens qui ont le profil de l'emploi, pour utiliser une expression bien connue. Alors, ceci est encore plus valable aujourd'hui, je l'ai dit l'autre jour, que nous nous acheminons vers une société de production de gaz et de pétrole avec les découvertes importantes que notre pays a connues. Il faudrait que d'ores et déjà, qu'on anticipe et qu'on commence à former des jeunes qui vont occuper des postes de qualité, des postes de cadre, des postes d'importance dans cette société, ce qui fait que l'essentiel des retombées et des revenus restera dans notre pays et ne partira pas ailleurs. Si nous ne le faisons pas, ce seront des étrangers, peut-être d'anciens colonisateurs, mais aussi d'autres venant de pays. Vous savez qu'aujourd'hui, en Europe, comme partout ailleurs, c'est la crise. On a connu les indignés un peu partout dans les pays européens, et ils ne vont pas hésiter, parce qu'ils ont été formés ou parce qu'ils sont qualifiés, ils ont le profil, ils ne vont pas hésiter à revenir et à occuper ces positions aux grandes dames de la jeunesse sénégalaise. C'est pourquoi il faudrait que d'ores et déjà, nous puissions encore une fois former les jeunes dans ce sens pour aller vers cette démocratie économique, c'est-à-dire la participation de tous à la construction nationale, mais aussi que tout le monde puisse bénéficier des retombées, c'est-à-dire de la répartition juste et équitable des fruits de la croissance. D'accord. Je vous cite... Qui sera en quelque sorte une croissance durable et soutenue et saine, parce que fondée sur le travail des ressources humaines sénégalaises. D'accord, d'accord. Lors du lancement du parti toujours, hein, je vais vous citer, vous aviez dit que vous aviez tourné le dos à la politique politicienne, mais il a été beaucoup question lors du lancement du dialogue national. Aujourd'hui, on assiste à une tournure qui n'était pas attendue de ce dialogue national, avec l'opposition qui vient déposer 2 listes de plénipotentiaires lors du processus, en tout cas lors des discussions sur le processus électoral. Quelle analyse avez-vous de cet état de fait? Écoutez, je pense qu'il ne faut pas s'en émouvoir outre mesure, parce que l'opposition, c'est un corps vivant. L'opposition est également un corps qui n'est pas uniforme ou homogène. Au contraire, l'opposition est toujours composite. À l'intérieur d'un même parti, vous allez voir des courants, vous allez voir des divergences. C'est ça l'essence même de la démocratie. Donc il faut comprendre parfaitement qu'il puisse y avoir des divergences d'appréciation ou de vision. C'est même sain dans une opposition. Et cela ne remet pas en cause le dialogue national ou la concertation nationale. Ce qui se passe avec l'histoire des partis politiques, la concertation sur le code électoral ou sur le fichier électoral ou sur le processus électoral, ce qui est encore beaucoup plus large, parce que cela va de l'inscription sur les listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats, avec toutes les autres étapes que je ne veux pas énumérer ici. Alors, ce qui se passe est tout à fait normal. Il faut que les partis politiques fassent les réglages entre eux, voient un peu ceux qui ont plus d'affinité avec les autres, etc. Et se retrouvent en pôle. Ce sera une bonne chose. Et ça permettra même à l'État d'avoir des interlocuteurs bien identifiés et de traiter avec chacun en fonction de ses centres d'intérêt ou de sa vision. Mais la discussion sur le processus électoral ne résume pas le dialogue national. C'est une séquence du dialogue national. Le dialogue national est beaucoup plus large, beaucoup plus global et concerne toute la vie politique, économique et sociale et tous les acteurs de cette vie politique, économique et sociale. C'est-à-dire les partis politiques, certes, mais au-delà des partis politiques, les syndicats, les associations, la jeunesse, les femmes et bref, tous les segments de la société sénégalaise. Et par conséquent, encore une fois, nous sommes optimistes par rapport à la poursuite du dialogue national et par rapport à son succès. Sur le processus électoral, il y avait 12 points qui étaient inscrits pour les discussions. Personnellement, vous êtes acteur politique. Sur ces 12 points-là, est-ce que ces 12 points vous satisfait? Est-ce que, selon vous, il y a des points que l'on devrait ajouter? Écoutez, moi, je suis convaincu que le Sénégal, comme j'ai eu à le dire, est désormais une petite grande puissance démocratique.
nous avons réussi à bâtir les infrastructures démocratiques modernes de notre pays, capables de conduire vers des élections libres, transparentes et démocratiques. Mais comme également j'ai eu à le souligner, il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il faut tous les jours maintenir les acquis et même les renforcer. C'est ce que nous sommes en train de faire. C'est pourquoi également le président de la République a accepté de remettre sur la table la question du fichier électoral, la question de l'examen des différentes étapes du processus électoral. C'est une bonne chose. À l'époque d'ailleurs, nous avions été jusqu'à, une fois que le fichier a été audité et été déclaré transparent et fiable pour l'organisation d'élections libres et démocratiques, pour la garantie justement de cet état de fait, nous avions été jusqu'à mettre en place ce qu'on a appelé le comité de veille, qui était un comité composé des représentants des partis politiques, mais aussi des représentants des partenaires techniques, comme l'Union européenne, les États-Unis, la société civile et d'autres, et bien entendu des représentants aussi de l'État, avec le ministère de l'Intérieur, la présidence de la République et d'autres structures de l'État, des représentants également de la Sénat, notamment le président de la Sénat qui était là. Ce comité de veille était là et était chargé donc de regarder chaque semaine ou chaque 15 jours le fonctionnement du système et d'attirer l'attention des acteurs, que ce soit les partis, que ce soit les autres acteurs ou que ce soit l'État, sur les failles éventuelles ou sur les points qu'il fallait renforcer pour que nous puissions garantir non seulement la transparence et la fiabilité permanente du processus, mais également que nous puissions participer à la stabilité institutionnelle. Par d'abord la paix des esprits et des corps, que tout le monde fasse confiance à l'autre pour que nous puissions aller de façon paisible, de façon pacifique vers l'échéance électorale. Je pense qu'il ne serait pas mauvais de remettre sur la table le comité de veille ou une structure similaire pour justement pacifier l'espace politique, pacifier les esprits, ce qui permettra à tout le monde de se faire confiance et d'aller tranquillement vers les échéances électorales. Vous avez parlé de faire confiance. Je vais profiter de ça pour m'engouffrer un peu dans la brèche, mais ce sera après la dernière question sur ce sujet-là. C'est toujours par rapport au processus électoral. L'autre jour, lors des discussions, une partie de l'opposition avait récusé le ministre de l'Intérieur. Vous, en 2012, l'opposition de l'époque avait dit que vous ne pouviez pas organiser les élections et le président Abdoulaye Wade avait fait appel à un indépendant pour superviser tout cela. Maintenant, l'opposition de cette époque-ci aussi récuse le ministre Abdoulaye Diallo. Est-ce qu'ils ont raison, ces membres de l'opposition ont raison de dire que le ministre pourrait, parce qu'appartenant à la paire, faciliter la victoire du président Macky Sall? Écoutez, je pense que ce n'est plus possible au Sénégal de frauder des élections. Pour les raisons que j'ai indiquées, nous avons bâti des infrastructures modernes au Sénégal pour l'organisation d'élections libres, transparentes et démocratiques, sans fraude. Parce qu'encore une fois, l'opposition est présente à toutes les étapes du processus électoral, de l'inscription sur les listes électorales jusqu'à la proclamation des résultats. Et l'opposition non seulement est présente, mais elle a une copie des procès-verbaux de tout ce qui se passe et peut dire son mot, faire des observations à tout moment. Donc, il ne peut pas y avoir de fraude aujourd'hui au Sénégal pour des élections. Je crois que la fixation sur le ministre de l'Intérieur, c'est un blocage psychologique. C'est un blocage psychologique. Mais encore une fois, dans toutes les démocraties modernes, c'est le ministre de l'Intérieur qui organise les élections. Le contraire, c'est exceptionnel. C'est dans les pays où il y a des crises, ou dans les pays où il y a des drames, des divisions entre les acteurs politiques et la société. Et donc, c'est des situations exceptionnelles qu'il faut dépasser. Le Sénégal doit tendre vers une démocratie majeure. Elle l'est déjà, mais elle doit conserver ce statut de démocratie majeure et de démocratie moderne et organiser les élections comme cela se fait en France, comme cela se fait aux États-Unis, en Grande-Bretagne ou ailleurs, où ce sont les ministres de l'Intérieur qui organisent les élections avec l'administration, parce que c'est important de savoir qu'il y a l'administration territoriale quand même qui est
partout au niveau du pays et qui dépend du ministre de l'Intérieur. Donc ça peut rôder le système, huiler le système et permettre d'organiser des élections sans couac. Vous avez vu qu'au Sénégal, nous avons eu des élections où les résultats ont été donnés avec l'implication d'ailleurs de la presse, qui est très libre dans notre pays, dès le soir, à 20h. Et le lendemain, tout le monde est allé au travail, les enfants sont allés à l'école, sans aucun problème. Il faut qu'on maintienne ce cap-là et qu'on continue d'avancer et qu'on maintienne ce niveau de démocratie, ce statut du Sénégal de démocratie majeure, capable d'organiser des élections libres, transparentes et donc sans contestation, et que ces élections soient organisées par une administration moderne et fiable. D'accord. Monsieur le ministre, vous me prononçant sur la probable libération de M. Karim Wade, vous aviez regretté le fait qu'on ne vous ait pas suivi, on n'a pas suivi vos conseils au début. En tout cas, votre déclaration n'a pas plu à tout le monde. On a assisté hier à une levée de bouclier de la part du président du groupe parlementaire de la majorité, M. Moustapha Diakhaté. Que vous inspire sa sortie? Écoutez, je ne commenterai pas vraiment cette sortie qui vraiment relève beaucoup plus de l'affolement et de la mesquinerie qu'autre chose. J'ai dit que j'ai tourné le dos à la politique politicienne. Lorsque j'ai fait la déclaration sur la probable libération de Karim Wade, c'est une conviction que personne ne peut contester. Parce que depuis le départ, que ce soit du côté du PDS ou du côté de l'État, ils savent que je m'étais prononcé de façon très claire pour que nous puissions pacifier le système politique. Parce que tous les contentieux peuvent être réglés autour de la table, quelle que soit leur ampleur. J'ai dit également que même les guerres finissent autour de la table de négociation. Donc, à supposer même qu'il y ait eu des contentieux, que ce soit des contentieux politiques, que ce soit des contentieux financiers ou économiques, ça aurait pu être réglé autour de la table. C'est pourquoi j'avais dit dès le départ, les problèmes politiques, il faut leur trouver des solutions politiques. Et le président Macky Sall n'était pas contre d'ailleurs. Parce que dès le départ, vous avez vu les contacts qu'il y a eu avec le PDS ou avec l'ancien régime. On a eu je vous ai rappelé notre rencontre à la Grande Mosquée de Mermoz, notre rencontre à Abidjan à l'occasion de la tenue du congrès de l'Internationale libérale, et bien d'autres rencontres qu'il y a eu. Le président Wade également s'était prononcé dans le même sens. J'ai rappelé qu'à l'époque, il m'avait même demandé de préparer une résolution sur les retrouvailles de la famille libérale. Donc, quelle que soit l'ampleur des contentieux, on aurait pu les régler politiquement et le pays en aurait gagné beaucoup. Parce qu'on aurait évité cette psychose qu'il y a eu dans ce pays, qui a fait fuir les investisseurs, qui a fait fuir tous les partenaires financiers et techniques, qui avaient peur de mettre leurs billes au Sénégal. Le pays en a souffert beaucoup. On aurait pu donc régler ce problème-là et le Sénégal en aurait tiré un grand profit politique. C'est ce que j'appelle la solution politique. Je ne parle pas de deal. Moi, je suis contre les deals. Mais je parle de solutions workable, comme pour parler comme les anglo-saxons, c'est-à-dire praticables, qu'on peut mettre en œuvre sans vraiment créer beaucoup de problèmes. Malheureusement, on a tourné le dos à ça, il y a eu la chasse aux sorcières, etc. Et ça nous a conduit là où nous sommes, c'est-à-dire ce qui devait arriver est arrivé avec cette psychose et cette paralysie, encore une fois, des investissements au Sénégal. Aujourd'hui, plus que jamais, je suis convaincu qu'il faut aller très vite vers cette solution politique. Moi, je me suis battu pour la libération de Karim Wade. J'ai fait des marches. Je me rappelle encore, la presse avait titré un jour que je conduis une marche tout en ayant une convocation de l'IGE dans ma poche. Ça ne m'empêchait pas de participer aux marches. Mais ça ne m'enlevait pas également la conviction que la solution politique était la meilleure. C'est pourquoi je l'ai proposée à plusieurs reprises, du côté du PDS comme du côté du pouvoir. On ne m'a pas toujours écouté. Et c'est pourquoi je l'ai regretté. J'ai dit mieux vaut tard que jamais. Mais si on m'avait suivi, on aurait évité ces incarcérations intempestives, cette chasse aux sorcières, et
on aurait trouvé une solution politique pour laquelle le pays aurait gagné beaucoup depuis fort longtemps. Mais, tu sais, même Dieu, subhanahu wa ta'ala, nous sommes en période de Ramadan, il parle d'abord aux gens qui sont intelligents, ulil albab, c'est-à-dire les gens qui comprennent. Parce qu'un message ou un discours, lorsqu'on le tient, il y a des gens qui comprennent tout de suite, il y a des gens qui comprendront après-demain, d'autres qui ne comprendront jamais. C'est comme ça la vie, hein? Donc moi je parle aux gens qui peuvent comprendre et qui verront très rapidement que cette solution-là était la meilleure si on l'avait appliquée plus tôt. Elle est la meilleure également aujourd'hui et le président Macky Sall a parfaitement raison de s'engager dans cette direction-là. Pour le reste, je sais les officines dans lesquelles ces déclarations incendiaires se concoctent. Je sais même que la personne dont vous parlez n'est que la plume de la génitrice de ce que Djibril War appelle les esprits haineux et revanchards. Je sais bien d'autres choses avec d'autres personnes qui participent à ces rencontres nocturnes et clandestines. Mais encore une fois, j'ai même demandé à ma cellule de communication de minorer tout ça et de ne pas réagir. D'accord. Monsieur le ministre, êtes-vous pour la dissolution de la CREI? La CREI? Mais vous savez, ma position ne change pas. Je vous demande de vous reporter aux articles que j'ai écrits depuis le départ sur la CREI. J'avais dit même que la CREI était illégale et inexistante. J'ai eu à faire des déclarations à l'Assemblée nationale devant l'ancien ministre de la Justice sur la CREI. J'ai écrit dans la presse, vous pouvez d'ailleurs dans Dakaractu, vous pouvez le retrouver également. J'ai écrit beaucoup sur la CREI avec des arguments juridiques qui ont été commentés par des universitaires, des professeurs d'université et validés, j'allais dire. Donc vous pouvez vous reporter à tout ce que j'ai dit sur la CREI. Et je continue de penser que c'est ça et que la CREI n'a pas sa place dans le dispositif judiciaire sénégalais. Mais comme elle existe et qu'elle a pris des décisions, nous ne pouvons pas échapper à ces décisions. Nous sommes obligés de nous soumettre à ces décisions-là. Duralex cède lex, mais encore une fois, le plus tôt elle disparaîtra de notre dispositif juridique, le mieux ce sera. D'accord. Monsieur le ministre, je pense qu'on n'a occulté aucune question. Dakaractu vous remercie de votre disponibilité. Sauf qu'il faut me permettre de présenter mes vœux aux Sénégalais et aux Sénégalaises pendant ce mois béni du Ramadan, de souhaiter la paix dans les cœurs et dans les esprits, de souhaiter la prospérité à notre pays, à toute l'Afrique et au monde entier, et de prier Dieu et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc de nous faire bénéficier de ces grâces du mois béni du Ramadan. Wa kullu amun wa antum bil khair. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.